techniquement, c'est bon. On fait un petit test, on compte jusqu'à 2, chacun un 2, c'est bon. Non, mais ouais, c'est toi. 1, 2, est-ce qu'on m'entend bien? on fait pas une photo. Test son. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça roule. Alors, quand vous voulez, je vais simplement taper dans les. Alors, on va tourner une petite sorte. T'as des choses à dire, c'est ça? Non, on peut y aller. Les téléphones coupés. Amis internautes, bonjour, bonsoir, magie de l'internet, hein, où évidemment tout peut arriver, et puis le débat est libre sur internet, et je suis content aujourd'hui d'accueillir deux invités, vous les connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez certainement Alain pour la plupart, et Daniel aussi qui commence à se faire connaître. Alors, avec des idées un peu différentes, mais en tout cas la volonté de débattre. Alors, c'est un débat qui risque d'être un peu animé. J'ai prévu une petite pendule, qui me sert à jouer aux échecs habituellement et qui va permettre peut-être de cadrer un petit peu et si vous le permettez, d'organiser un peu le débat. Maintenant, si évidemment la liberté, les émotions sont là aussi pour s'exprimer. Alors, je vais peut-être commencer à raconter comment j'ai pu rentrer en contact avec ces deux personnes. Je m'appelle donc Dieudonné Mbala, donc l'humoriste franco-camerounais que vous appréciez. Nous avons travaillé avec Daniel il y a quelques années sur 2 films. Daniel est un artiste au départ et puis qui est un philosophe qui est passé maintenant. Tu me flattes, philosophe. Non, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je voyais un petit peu les choses à l'époque quand on s'est rencontrés. C'est vrai. Et puis Alain, auteur connu, président de ER. On a une aventure ensemble aussi sur le terrain de la politique avec réconciliation nationale. D'ailleurs, ce thème de la réconciliation qui semble être évidemment un thème qui va être abordé pendant les élections, un thème important, la réconciliation. Mais la réconciliation peut s'accompagner aussi de séparation. En tout cas, comment arriver à cette réconciliation? On va essayer d'en parler ce soir avec ce thème central de l'identité nationale qui va aussi occuper une grande partie du débat de ces prochaines élections présidentielles. Je sais que chacun a des idées sur le sujet. Moi-même, j'en ai et je pourrais aussi les exprimer. Je vais peut-être donner la parole. Alors, je vais faire pile ou face parce que je sais que ça va m'être reproché. Alors, donc pile ou face, ça c'est la vieille technique suisse, j'ai envie de dire. Moi, je vais prendre face. Face. Pile donc. Donc, pile, c'est celui où il y a les numéros. C'est ça, d'accord. Hop. Face. Très bien. Donc, écoute, j'appuie et tu peux commencer à parler. Ça tombe bien que ce soit moi qui commence à parler parce que je pense qu'on me connaît moins. Alors, la première des choses, c'est que je pense que Soral, avant de me présenter, je veux dire que je pense que Soral se trompe probablement par manque de travail sur ce que je pense de la politique. Donc, c'est l'occasion pour moi, je te remercie de m'avoir invité, de le rappeler. Alors, d'abord, je vais me définir. Je suis un nationaliste blanc occidentaliste, c'est-à-dire que je considère que la vie en Occident est la meilleure possible et qu'elle doit être préservée, donc on va dire plutôt dans des pays blancs, en opposition avec le tiers-mondisme qui est un petit peu très courant en fait dans le milieu dissident, je trouve, mais je reviendrai là-dessus. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non. Tu me respectes pas. Non. Ah, c'est très bien. Non, je me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Il n'en est pas question. Jamais. Non. Tu me respectes pas, tu vois, tu me respectes pas. On saura jamais qui va gagner la bataille des arguments, alors. Bon. Il n'y a pas d'argument avec toi. Tu me traites d'ordure, de sioniste, tu sais que la LICRA m'attaque. Je suis attaqué par la LICRA parce que je suis un juif, c'est ça? Bon, je vais arrêter là. Alors, c'est vraiment regrettable qu'on n'ait pas pu, selon moi,
parler, avancer des arguments. Je suis désolé, c'était pas l'objectif. Si, on peut reprendre maintenant. Bon, est-ce que ça va? Ça va? Oui, ça va très bien. Non, mais par contre, ça serait bien que ça s'arrête. Non, maintenant je vais reprendre, c'est bon. Maintenant, non, c'est qu'ils comprennent que ça n'a pas de sens. On n'est pas sur Facebook. Oui, mais dans la vie réelle. Mais là, si tu veux, je reviens à ma place. Non, mais en fait, c'est très bien que tu aies frappé le premier, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu aies frappé le premier. Oui, bien sûr. Pour que les gens se rendent compte à quel point je te fous les nerfs. Alors, maintenant, j'ai pas fini de parler. J'ai même pas fini de me présenter. C'est un débat ou c'est comment ça se passe? Non, c'est pas un débat. Tu appelles à la guerre. Non, c'est faux. Tu appelles à la violence. La guerre civile a déjà commencé en France, Alain. La guerre civile a déjà commencé. Tu veux faire du buzz par des clashs comme les racailles de banlieue dont tu es la symétrie. Tu n'as pas de discours politique. Si, j'ai un discours politique, Soral. Et le tien est intenable. Le tien est intenable. La réconciliation en France est impossible. Elle est impossible parce que même à l'échelle microscopique de R, tu n'as pas réussi à la faire. Salim Lahibi, le libre penseur, tu l'as relié pendant des années. Il t'a tourné le dos. Tariq Oumbrouk, que tu as soutenu, il a soutenu Alain Juppé. Et maintenant, c'est un patriote musulman, lui. Voilà. L'imam Abdel Fattah Raoui annule son débat avec Alain Soral et Jacob Cohen. En quoi mon discours politique se limite à la question des musulmans? Excuse-moi, c'est elle se limite actuellement à ça. Non, elle se limite actuellement à ça. Alors je vais te dire, petit con, hein, tu appelles à la violence. Non seulement contre des Français d'origine immigrée qui ne t'ont rien demandé et qui souvent sont des travailleurs. Ils ont jamais rien fait de mal. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre en banlieue, Soral. Tu es un bourgeois. Tu ne vis pas en banlieue. Tu es né. Putain, Non, mais maintenant que tu m'as mis le premier, moi je peux m'y mettre aussi. C'est pas un problème, Soral. Tout ce que tu racontes est faux. Tout ce que tu racontes est faux. C'est très bien que je pisse le sang. Tu pousses à la violence. C'est faux. La violence, elle existe déjà. Des petits blancs, effectivement, en désespérance, sachant très bien que derrière, pour eux, c'est la prison. Je viens d'aider à faire sortir, à éviter la prison à 3 jeunes qui étaient allés foutre bêtement le feu à la porte d'une mosquée. C'est mon avocat qui les a sortis. C'est pas moi qui suis responsable. Soral, c'est le Diodo. Excuse-moi, je te prends parti. C'est le même argument que les gauchos qui vous disent à vous que lorsqu'il y a un acte antisémite, c'est la faute, c'est l'effet Diodo et l'effet Soral. Tu as pris le même. Réponds à cette question. Réponds à cette question, Alain. Tu n'as pas à me poser de questions. Tu n'as jamais rien fait, petit bonhomme. Si, j'ai produit des choses. Mais l'argument du jeunisme ne tient pas. Je suis plus jeune que toi. C'est évident que j'ai fait moins de choses. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas tenir. J'ai jamais dit que j'avais produit autant de livres que toi. Tu as presque 60 ans. Tu n'as rien produit du tout. Voilà. Si. Tu es juste un petit mec qui fait des clashs. Tu fais des clashs, c'est tout. Non, je fais pas seulement des clashs. Je produis du fond, c'est pas vrai. Tu incites à la violence alors que toi-même tu n'es pas capable de l'assumer. Je n'incite pas à la violence, c'est toi qui es violent, Soral. Et tu viens de le prouver aujourd'hui. Tu m'insultes. Tu veux que je revienne te voir? Tu m'insultes en permanence sur Internet. Je ne t'ai jamais insulté comme tu l'as fait toi. Tu m'as traité d'ordure, Soral. Je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure. Et je tiens à insister à un point précis. Mais bordel, j'ai le droit. Non. Vous êtes. Non, t'as pas le droit. T'as aucun droit pour moi. C'est un petit voyou. Dans ce cas, t'aurais pas dû m'inviter si tu veux pas que je cause. C'est pas moi qui t'ai invité. Je voulais te croiser en vrai, tu vois? Parce que ça fait tout ton truc, c'est de faire le petit con sur Internet et sur Facebook. Non, c'est pas tout mon truc. J'ai beaucoup plus de fond que ça. C'est faux. Non, t'as zéro. N'importe comment. Je vais t'expliquer. À la première condamnation, tu disparaîtras. C'est pas vrai, j'en ai déjà une. Je sais déjà un procès en cours. Moi, j'en ai 40. Dieu donné, on a 100. Mais tu as de l'argent et tu te bats pour. Tu te bats derrière. C'est pas un combat sur qui est le meilleur face à la justice. C'est pas ça que je dis. Je dis que tu ne connais pas la réalité de ce qu'est l'immigration parce que tout simplement c'est générationnel. Tu ne peux pas savoir ce que c'est de vivre en banlieue lorsqu'on a 20 ou 30 ans aujourd'hui. Tu ne le sais pas. La réconciliation nationale avec les racailles. Il y a que ça. Il suffit de regarder les votes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle jamais de ça. Je parle. Il n'y a pas une masse critique d'arabes patriotes pour créer une politique. La politique, c'est de faire des généralités. D'abord, tu dis arabe. On parle déjà. Maghrébin patriote, musulman patriote. Et alors, c'est encore mieux. Musulman patriote, c'est impossible, déjà, de fait. L'islam ne reconnaît pas les nations, premièrement. Donc, soit on est nationaliste. Ça dépend lequel. Oui, quand il y a un régime très fort qui empêche tout le monde de parler. Tu fais le relais voyou du discours de Zemmour. À part que simplement tu envoies des types au casse-pipe. Toi-même tu feras rien, t'es un petit mariole et un petit malin. Non, je vais continuer très longtemps, Alain. Non, tu vas pas continuer très longtemps. Ou alors c'est que tu as des soutiens qu'on ne connaît pas. Oh là là. Tes preuves, quelles sont tes preuves, Soral? Je trouve bizarre un type qui peut en permanence appeler à la violence raciale.
par les médias internet sans avoir Je n'appelle pas la violence raciale, c'est faux. C'est faux. Tu dis aux gens qu'il faut qu'ils s'arment. Tu dis aux gens légalement. Les Français ont le droit de s'armer légalement. Il y a des armes qui sont disponibles légalement. Alors, quand on s'arme légalement, c'est pour faire quoi? Eh ben, c'est pour se défendre en cas d'attaque, Alain. Se défendre contre les racailles de banlieue, mais le problème des racailles de banlieue, c'est un problème à régler politique, oui, bien sûr. Oui. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire pour les arabes de banlieue? Tu veux les désarabiser, en fait? Pourquoi tu n'intègres jamais la question raciale dans ton discours, Alain? Pourquoi tu n'intègres jamais la dimension raciale? Elle est intégrée depuis De Gaulle par tout le monde, effectivement. Ah bon? La question ethnico-culturelle, la question sociale, tout ça doit s'articuler. En fait, tu caricatures mon discours politique en disant en gros qu'égalité et réconciliation, ça serait la réconciliation de Soral avec les racailles de banlieue, ce qui est absolument pas ça. Je les ai sur le dos bien plus que toi. Tu as mal compris. Je dis que tu inventes un concept, le musulman patriote équilibré, qui n'existe pas, Alain. Et tout le monde le sait. Tu sais, je suis beaucoup moins arrogant que ce que tu crois. En fait, parce que il y en a 10 dans la salle. T'as jamais fait une sortie d'usine. Il y a des tas de mecs qui travaillent, qui sont S1, non, S2, c'est pas vrai. Et qui sont travailleurs et d'origine immigrée, donc musulmans. Les intérêts des prolétaires immigrés et des prolétaires français ne convergent pas, Alain. Parce que les immigrés, par leur vote, traduisent. Je te parle d'abord pas de clandestins ou des choses comme ça. Je te parle de types qui sont de nationalité française, souvent qui ont des enfants, des petits-enfants, de certains qui ont réussi leur parcours social. Je me permets peut-être juste effectivement simplement. Le sang, laissez pisser le sang, c'est bien, ça fait warrior. Il y a pas de souci. Okay. Depuis que ER existe, tu as converti combien? Parce que c'est ça le but, c'est convertir, c'est amener au vote Front National. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Il y a des milliers de Français d'origine immigrée, mais c'est pas mon cœur de cible, et c'est toi qui fais une fixette là-dessus parce que c'est ton fonds de commerce, qui m'écrit tous les jours. Quel est ton fonds de commerce, Soral? C'est pas les Arabes, peut-être? Non, pas du tout, non. C'est la réconciliation nationale. J'ai été au Front National pour parler de la question sociale. D'abord, la question sociale, t'en as rien à foutre parce que tu n'es jamais inscrit dans le monde du travail. Non, c'est toi qui en as rien à foutre parce que tu es un bourgeois. Tu vis comme un bourgeois depuis 30 ans, Soral. Tu vis à Saint-Germain-des-Prés, et quand tu en as marre d'être là-bas, tu vas à Pau, qui est une des villes les plus blanches de France. Je vais à Bayonne. Oui, bah c'est la même chose. C'est un endroit où en fait où tu ne vas pas vivre avec les immigrés, d'accord? Donc tu prescris aux Français de rester calmes face à l'immigration dans une logique de réconciliation, et cette réconciliation est impossible, d'accord? Elle ne fonctionnera jamais. D'abord, il n'y a pas de réconciliation à voir avec des citoyens français qui sont là depuis Ce ne sont pas des Français, tu le sais très bien. Ce ne sont pas des Français de cœur. Ce ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Français. Parce que c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Le Front National ne serait pas à 30%. Le Front National ne serait pas à 30% si. Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Bordel! Mais tu vas arrêter de Non. J'en ai marre de t'entendre insulter les gens, espèce d'ordure. Et toi tu m'insultes et je dois dire oui? Stop. On arrête. On fait une pause. Retour sur le plateau de niveau 0, qui est en ruine. Enfin, je rigole. C'est triste, évidemment. J'aurais aimé que le débat puisse être serein. Ça n'a pas pu être possible. En tout cas, Daniel, je suis désolé, sincèrement, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. On m'avait assuré ma sécurité, hein. Ouais, mais il y a eu une couille dans le potage, hein. Ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a eu cette violence absolument incroyable qui s'est exprimée de manière soudaine et surprenante. Je ne m'attendais pas à cela. 2 fois. Oui. Un coup de pied dans les testicules la 2e fois. C'est pas très sport. C'est pas très Coubertin. C'est pas Coubertin. Je sais pas si je vais pouvoir honorer ma femme ce soir, hein. C'est quand même emmerdant. Bon, ça va, t'as pas trop mal quand même? Il va falloir soigner ça, mais ça va. C'est assez spectaculaire. J'ai une douleur morale à ne pas avoir pu donner mes arguments avant que ça se produise, c'est sûr. Cela dit, je pensais que ça allait se passer comme ça, parce que ma théorie est que, je te le dis tout de go, Soral, en fait, je le rends fou, parce que je dis face caméra ce que lui dit en off. Et ça, tous les gens qui le fréquentent le savent, au fond d'eux. Donc, il y a un contexte politique qui fait que la réconciliation, qui à une époque était peut-être louable de tenter, n'est pas possible. Et je vais te donner un argument qui, pour moi, finalement, est le plus important. C'est la démographie.
Les Africains et les Arabes font, en France, les Maghrébins, excuse-moi, il y a plutôt des Maghrébins que des Arabes, font énormément d'enfants. Quand bien même cela se passerait très bien avec les Français de souche et les Européens, comme moi, parce que moi je suis italo-français. Quand bien même ça se passerait pour le mieux, eh bien, parce que il y aura essentiellement des Maghrébins, peut-être 70%, 80% en 2060, eh bien, il ne peut pas y avoir de réconciliation parce que l'islam va gagner, si tu veux, et va gagner démographiquement. Et par là même, je trouve que un homme aussi intelligent que Soral ment lorsqu'il prétend qu'on peut réconcilier deux peuples très différents, dont l'un est en train de disparaître au profit de l'autre. Et ce que je supporte le moins, c'est que dans le courant dissident, je t'englobe dedans, mais t'es pas le seul à avoir fait ça, on a beaucoup parlé des génocides. On a parlé du génocide des Indiens, on a parlé du génocide des Juifs. Certains l'ont contesté, voilà. Mais on a parlé d'un certain nombre de génocides, et on ne parle pas du génocide qui est actuel et qui est le plus visible, qui éclate aux yeux, qui est le génocide des Blancs européens chez eux. Donc moi, je pense que si je fais des vues, ce n'est pas parce que je suis talentueux comme Soral ou comme je ne sais pas qui, ou comme toi. Non, mais c'est parce que je tiens une petite vérité. Je ne tiens pas une vérité complète, mais ma vérité sur la démographie, sur le génocide des Blancs, sur en fait l'immigration massive, etc. C'est une vérité, et c'est pour ça que j'ai 20, 30, 40 000 vues. Et moi, je te le dis, Soral est un brillant analyste. Je le rejoins sur sa vision, parce qu'en plus, il est malhonnête quand il me traite de sioniste, si tu veux, quoi. Parce que tous les gens qui me suivent savent très bien que j'ai épousé la vision antisioniste de Soral. Je sais très bien que les élites sionistes, on va le dire comme ça pour ne pas enfreindre la loi, dominent le monde occidental. Je ne suis pas Pierre Sautarel de F2 Souche, je ne suis pas un identitaire. Je connais cette position-là. Je sais quelle est la volonté de subversion et qui le fait. Mais j'ajoute à cela un autre problème qui est distinct, qui est celui de la délinquance arabo-africaine en général. Et ce que ne supporte pas Soral, c'est que en faisant tomber ce voile, eh bien, je montre que ce qu'il prône est impossible. Donc, si tu veux, il a la colère de quelqu'un qui est en train de perdre sa part de marché. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça, quoi. Ce que j'entends, c'est que c'est une guerre entre deux frères, finalement, blancs, qui ont... non, mais bon, c'est ce que je croyais. Apparemment, je suis pas le frère de Soral. Les frères se chamaillent. Mais lui, il parle de réconciliation. Alors, nationale... Il m'a écrasé la bouche, hein, quand même. Attention, hein. Il a fait quelque chose. Ouais. En plus, c'est le grand frère. C'est le grand frère. C'est lui qui devrait être... Oui. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que... Alors, mets-toi à ma place. Ouais. Bon. J'ai on va dire, un débat familial face à moi. Oui. Moi, j'entends d'un côté la réconciliation, oui. Et toi, j'entends, je pressens la séparation. Ce serait un petit peu plus ça. Mais moi, je suis pas très éloigné de cette idée de la séparation aussi, parce que je suis d'accord avec toi que les tentatives de travailler ensemble, d'évoluer, de grandir. Je parle de l'Afrique. Moi, mon nom est africain, mes racines sont africaines. Bon. Tu es aussi breton, hein. Oui. Oui, mais comme toi d'ailleurs, l'histoire d'un homme, il est aussi garant d'un nom. Oui. Moi, je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala. Tout à fait. Je porte cette histoire-là. Donc, quand je t'entends parler, j'entends et je ressens de la quelque chose que j'entends dans la rue aussi, et d'ailleurs des spectateurs qui me suivent, qui peuvent être blancs, noirs, arabes. Ce que tu me dis, en réalité, je l'entends, mais j'ai envie de te poser des questions. Donc, par rapport à ce que tu me dis, est-ce que tu comprends aussi que, par exemple, on va parler... Quelle est ta position sur les Kanaks, par exemple? Est-ce qu'il faut que les Blancs s'en aillent de là-bas? Guadeloupe, est-ce qu'il faut que les Blancs s'en aillent de là-bas? Est-ce qu'en Afrique, par exemple, est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut que Areva s'en aille de l'Afrique et achète, à prix coûtant, nos matières premières? Parce que si c'est ça, ton projet, je pense que tu peux attirer derrière toi un certain nombre de Français d'origine africaine qui votent ici et qui seraient très heureux de repartir là-bas. Mais c'est déjà le cas, Diodo. Je suis venu ici avec des noms blancs. Je suis suivi par des noms blancs. Parce que si tu veux, la position, on va employer le mot raciste parce que c'est ce qui fait faire des vues. Être raciste, c'est avant tout aimer son propre pays. Et quand on est nationaliste, c'est-à-dire qu'on veut que les Français restent chez eux, les Européens en Europe, on veut que les Africains restent en Afrique. Moi, je suis tout à fait d'accord que certaines îles doivent revenir aux autochtones. Mais tu sais que dans certains cas, ce sont les autochtones eux-mêmes qui ne veulent pas. Parce qu'en fait, ils ont plus d'intérêt économique à rester... Tu crois, je suis français d'origine, maintenant, on va dire. Ouais. Je suis allé jouer là-bas. Où? Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie. Oui. Le peuple, majoritairement,
veut se libérer, veut s'émanciper, veut avoir sa souveraineté. C'est étonnant parce que ce peuple-là vote pour le Parti socialiste. Mais qui te dit ça? C'est les statistiques, tu vois. Oui, mais non, mais toi comme moi, tu sais pertinemment comment le jeu est manipulé. Oui. C'est-à-dire on a grandi. Moi, j'ai grandi dans cette gauche antiraciste. Aujourd'hui, je la monte du doigt comme étant responsable de la situation dans laquelle on se trouve. Et là-dessus, on n'est pas très éloigné. Je vais te dire, Diodo, ce qu'il y a aussi dans les Soral, c'est que je l'ai traité de gauchiste, de manière un peu provocatrice, dans une vidéo où j'ai parlé de lui. Pourquoi moi je trouve que c'est du gauchisme? Parce que tu ne peux pas éduquer les peuples, Diodo. Tu peux éduquer des éléments dans un peuple. Toi, tu es quelqu'un d'intelligent. On a ici des Arabes qui sont et des gens intelligents, mais à l'échelle des peuples, tu ne peux pas. Et la preuve, c'est que après 10 ans d'existence, par exemple, ER n'a pas eu d'influence sur le vote des Maghrébins. Les Maghrébins continuent à voter massivement. Ils ont voté à 93% pour la poursuite de leurs intérêts économiques en 2012 pour François Hollande. Et si tu veux, nous en tant que blancs, on n'a plus le temps de jouer à ça. On n'a plus le temps de se dire attends, on va les éduquer pendant 10, 15, 20, 30, 50 ans et puis après ils vont commencer à voter pour nos intérêts. Est-ce que tu veux quand même entendre qu'il y a une partie, et j'en fais partie. En plus, moi j'ai une mère française. Je suis né d'un ventre blanc français et chrétien. Bon. Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui, en vieillissant, en prenant de l'âge, en ayant réussi d'ailleurs une activité ici, sont tout à fait enclins à retourner en Afrique. Mais si tu veux, c'est pas un plaisir de rester là aussi pour beaucoup. Non, mais tu te trompes, je t'assure. Et si tu critiques aujourd'hui les Maghrébins qui parlent, qui ont le drapeau marocain ou algérien dans les matchs de foot, pourquoi ne pas les aider à retourner? Pourquoi c'est à moi de le faire? Si les gens ne sont pas satisfaits en France, ils ont qu'à y retourner. C'est ça le gauchisme, Diodo, c'est assister. On dirait en fait dans mais non, mais c'est pas du tout ça. Mais pas du tout ça. On dirait que les étrangers sont des trisomiques qui n'arrivent pas à comprendre par eux-mêmes, qui sont manipulés. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est très simple, je te le dis. Sorti du franc CFA. Mais c'est très simple. Ouais. Tu crois vraiment, toi, que la France-Afrique, ça n'a pas enrichi la France? Bon, ces richesses. Ça enrichit les élites sionistes, donc pas le peuple, déjà d'une. Oh, mais c'est Jacques Chirac, qui était président de la République, qui à l'époque le dit, aujourd'hui, il est quasiment mourant, mais il explique qu'effectivement, je veux simplement en venir à une chose, c'est que, pour aller au bout de ta démarche, je te dirais, il n'y a pas de souci, et c'est normal si toi, en tant que blanc chrétien, à un moment donné, tu te sentes, t'as envie d'appeler mon frère un blanc chrétien, mais il y a aucun souci, et c'est vrai. Ben oui, mais moi, ça me dérange pas. En rire, c'est normal, en fait. Mais c'est tout à fait normal, mais de la même façon, il est normal que si cette France blanche et chrétienne s'organise ainsi, il est normal que les Français d'origine africaine viennent simplement dire bon, ok, il faut simplement là par exemple sur la Guadeloupe, la Martinique, le franc CFA, le ELF, le pétrole acheté à quel prix aujourd'hui sur les marchés, l'uranium malien, simplement dire. Tu vois, parce que c'est une histoire économique. Tu imagines bien qu'un Malien va pas venir ici alors que économique. Non, mais c'est essentiellement économique. Les gens ne sont pas venus pour autre chose que de l'argent. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour cette raison qu'ils ne repartent pas. Mais ce n'est pas à nous de rendre l'Afrique riche. Mais c'est pas rendre l'Afrique riche. C'est pas rendre l'Afrique riche. C'est arrêter, comme l'a dit Jacques Chirac, de se servir en Afrique avec l'armée française. Oui, mais c'est tout. Pourquoi ne pas encourager alors massivement, toi, en tant que demi-noir, pourquoi ne pas encourager? Je suis 100% et Wundo, voilà. Mon nom. Non, t'es pas 100%, t'es breton quand même. N'oublie pas cette part en toi-même. Alors toi, tu te définis aujourd'hui comme franco-italien. Bah oui, parce que je suis à moitié français italien. Oui, mais tu t'appelles Conversano. À un moment donné, à combien de générations vous allez vous poser la question, elle épouse une chinoise, ça va à un moment donné, tu marques un point, tu marques un point. Donc à un moment donné, voilà, je suis Dieudonné Mbala Mbala, porteur de cette histoire africaine de ce peuple et Wundo. Bon, eh ben moi je dis, il y a aucun souci pour moi, on a internet aujourd'hui, d'être ici ou là-bas, ça ne me pose aucun problème. Le fait est que tu es ici pour l'instant, déjà d'une. Deuxièmement. Oui, mais le fait est que Elf est encore là-bas chez moi. Oui. Donc je voudrais simplement, si tu me donnes Elf, si demain on renvoie, comme tu veux renvoyer. Mais Diodo, c'est le projet des nationalistes blancs. En fait, nous ne sommes pas des Régaliens. Notre but n'est pas arrivé d'enculer la planète entière économiquement et de vous spolier plus encore. Notre projet, mon projet à moi, c'est si tu veux, un fascisme isolationniste. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait éventuellement du commerce entre les continents, mais pas de... Très bien. Si tu veux, voilà. Mais le problème, c'est que là, on est dans le discours, on est un peu dans un discours de mise, il faut la paix dans le monde. Bon, oui, on est tous d'accord là-dessus. Mais pourquoi à ce moment-là, toi, par exemple, je te pose la question, pourquoi tu n'invites pas plus clairement à voter pour le Front National? Parce que, à travers les années, le Front National a été le seul parti qui a justement mis vraiment qui a vraiment voulu déclarer son anti-interventionnisme. Tu sais bien que à la fois Jean-Marie Le Pen et
également Marine Le Pen, elle a des défauts, mais elle l'a dit. Tu peux pas me reprocher de pas avoir tendu la main et au Laurent l'oreille. Mais tu l'as pas dit clairement. Je l'ai écouté. Mais moi, je vais te dire, je n'ai rien à gagner en France à ce que, puisque mon projet à moi est une remigration possible pour ceux qui ont envie de le faire. Donc moi, mon intérêt, c'est d'écouter le parti qui va être le plus attentif à nos problèmes, c'est-à-dire nos problèmes. Pour les Français d'origine africaine qui veulent repartir, c'est simplement économiquement retrouver les manettes et les leviers de commande. C'est tout. Et ça, à partir du moment où on récupère une monnaie, qu'on puisse, comme l'avait courageusement souhaité le colonel Kadhafi et d'autres aujourd'hui en Afrique avec Idriss Déby, à partir du moment où on peut se construire. Ben écoute, je comprends ce que tu me dis. Quand je vois des Français au Cameroun, parce que j'en vois, ils sont seuls, il y a pas beaucoup de touristes là, donc ils se regardent et puis c'est presque mon frère. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est normal ce sentiment d'appartenance. Moi, je le critique pas du tout et je le comprends. Le tout, c'est de comprendre aussi que à partir du moment où il y a eu une époque où c'était la violence militaire qui faisait la politique dans le monde. Oui. Eh bien, cette violence militaire, si tu veux, elle a installé des systèmes qui font qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse s'émanciper de tout ça. Je pense que toi, tu aides en redonnant une sorte de fierté blanche qui n'existait pas. Je trouve ça incroyable que les blancs ne puissent pas dire je suis blanc, j'ai le droit d'être blanc. C'est vrai que c'était devenu fou ce système-là. Et ça, j'arrive parfaitement à l'intégrer. Et je pense que si on veut aller plus loin, et si on veut la réconciliation, comme c'était vraiment l'idée de départ avec Alain, eh ben on pourrait passer par la séparation. C'est possible aussi. C'est ce que je pense. D'accord. Ouais, c'est étonnant parce que j'ai cru comprendre que tu aidais certains migrants à s'installer en France quand il y avait des soucis. Alors je sais pas si c'est... Non, alors moi j'ai apporté des couvertures et des choses à des gens qui étaient dans une situation sanitaire insupportable. Oui. Mais à chaque fois que j'étais là, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, il fait froid. C'est dans les rues à Paris, ça serait beaucoup mieux d'aller là où il y a du soleil. C'est-à-dire que c'était de la charité. Je l'ai fait, oui, parce que j'ai été confronté directement, puisque le théâtre de la Main d'Or est à Paris, j'ai été confronté directement à cette réalité, des familles dans la rue. Oui. Bon, ben là, j'ai dit non, je vais les aider. Bon, mais je peux pas aider, je sais très bien que derrière ces migrants, il y a une grande manipulation politique qui est là pour détruire la France. Mais je suis parfaitement conscient de cela. On aimerait parfois l'entendre plus clairement, mais peu importe, c'est très bien que tu le dises maintenant. Cela dit, je voudrais quand même te faire prendre conscience d'une chose, c'est que ton discours sur le possible essor de l'Afrique, si on la laisse tranquille, est tout de même assez utopique, Dieudo. Je sais que c'est quelque chose qui peut te blesser. Occupe-toi de l'Europe. Laisse-moi m'occuper de l'Afrique. Tu vois, ne me donne plus de leçons aux Africains. Non, mais si, dire utopique de s'en sortir. Laisse-nous faire. Dieudo, dans tes spectacles, tu rigoles toi-même de l'incapacité des Africains à gérer leurs propres matières premières. Je m'en souviens dans Foxtrot, tu rigoles. Tu dis les Africains, ils ont du diamant, ils dansent comme ça. Oui. Dieudo, là, c'est des éclairs de lucidité. C'est ton gène blanc en toi qui te dit mais ces gens-là à l'échelle de masse, laisse-moi finir la phrase. Mais à l'échelle de masse, quel intérêt ces gens ne sont pas capables. Les Africains. Mais c'est pas une critique, c'est la réalité. Alors, Dieudo et Soral, vous avez fait. Mais non, mais pourquoi tu essaies de me dire que la nature africaine est nonchalante et pas propice au développement. Vrai, Dieudo. Mais écoute, on a des exemples concrets. Les courbes de QI, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Donc laisse-nous. Toi, tu vois, alors, à la limite, Soraliste, tu me laisses pas parler. Mais non, parce que tu vas sur un terrain qui est de celui de juger l'autre. Tu me laisses pas parler du QI. Ne juge pas. Dieudo, tu me laisses pas parler des courbes de Gauss du QI. Elles ne sont pas faites par des juifs. Elles ne sont pas faites par des blancs hostiles. Elles sont faites. Tous les organismes sont d'accord avec ça. Les Africains subsahariens ont en moyenne 70 de QI. Mais appelle ça de la bêtise si tu veux. Une moins grande aptitude à créer des choses sur le plan technologique, des civilisations, c'est tout. Alors très bien, on restera dans un système qui sera peut-être moins évolué que le tien si tu le juges ainsi, mais est-ce que on peut faire comme on veut? Tout à fait. La deuxième partie de mon discours, j'arrive à la deuxième partie de mon discours, qui est de dire que l'utopie est de croire que les Africains voudront revenir, en fait, à ce fonctionnement où, en fait, ils sont seuls chez eux et ils essayent de s'en sortir. Ce que j'essaie de te dire, Dieudo, c'est que l'Europe et les États-Unis seront toujours un projet pour les gens du tiers-monde. Non. Tout simplement. Faux. Ne juge pas et ne pense pas à notre place. De la même façon que je respecte l'idée que tu n'acceptes pas qu'on vienne ici et qu'on pense à ta place. Ne pense pas à notre place, s'il te plaît. Et de la même façon, tu vois, l'idée, c'est que à partir du moment où on se respecte,
chacun va pouvoir vivre de son côté. Mais pourquoi viennent-ils alors, Diodo, maintenant? Pourquoi viennent-ils alors? Ils viennent dans tous les pays, les Blancs, les ruinent tous les pays africains, tous les pays du Moyen-Orient. Kadhafi l'a dit, il l'a expliqué, on est allé bombarder Kadhafi. Qui a bombardé Kadhafi? C'est le Cameroun? C'est le Mozambique? Mais non, aujourd'hui, c'est la France. Cet homme était en train de créer une monnaie. C'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de détruire les structures africaines? Évidemment. Pourquoi? Mais pas seulement les structures africaines. Les gouvernements américains, tu sais bien, interviennent de partout. Donc évidemment, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec la vision de Soral là-dessus. Cela dit, il ne faut pas exagérer. Il y a des pays où nous ne sommes pas intervenus, qui sont simplement des pays plus pauvres, et où les Africains et les Orientaux essayent de venir en fait en Europe parce que chez eux, ils n'ont pas réussi à construire des richesses, Diodo. Et il faut le dire comme ça. Voilà. Ils viennent depuis combien de temps en Europe? Ça fait bien 40-50 ans maintenant qu'ils viennent. Tu t'imagines? Et avant, c'est des milliers d'années où on était là-bas. Pourquoi en 40-50 ans, si tu veux, l'envie, ça serait de venir en Europe absolument. Mais ne rêve pas. Je dis, je comprends ce que tu dis, mais ne pense pas à la place des autres. Et à mon avis, je pense qu'on pourra trouver une solution tous ensemble de séparation à l'amiable. Puisque c'est ça que toi tu imagines. Oui. Cette séparation à l'amiable, elle nous amènera à une réconciliation en réalité. Parce qu'on ne peut pas, on a essayé, on ne peut pas. Ça ne fonctionne pas. On est d'accord. Oui. Voilà, donc la réconciliation est un échec. Merci de le dire, ça ne fonctionne pas. Mais je n'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça que je te dis... Tu vas toujours être pote avec Soral, je comprends pas moi. Mais non, mais Soral, moi je pense que la réconciliation que propose Alain Soral, cette réconciliation, elle peut se faire dans la séparation. Ouais. Moi, de toute façon... Là, tu nous fais du judo rhétorique. Non, là. Tu nous dis A peut être égal à B, B peut être égal à C. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que pour se réconcilier, il faut savoir qui on est. Oui, c'est vrai. Il faut que chacun retrouve ses racines, ses structures. Et la France, l'Europe, de manière générale, on a coupé toute racine avec les individus. C'est-à-dire que on ne peut plus être fier d'être breton, d'être blanc, d'être espagnol. Et ça, c'est catastrophique. Et de la même façon, de l'autre côté, si tu veux, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que la plupart des Africains, qui arrivent ici, sont dans une situation, ils sont perdus. Et, comme les Noirs américains. Moi, je pense que le mieux, c'est qu'ils, pour la plupart, ceux qui peuvent, doivent repartir en Afrique pour se retrouver, pour retrouver un équilibre, un enracinement. Tu pourras le juger Q8, 70 ou de mes couilles, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Non, mais c'est ton constat et ça te regarde. Sache que, de la même façon, si tu penses qu'il y a une certaine supériorité d'un côté, c'est pas un problème. En tout cas, l'idée, effectivement, de beaucoup de Noirs aujourd'hui, et beaucoup de Maghrébins, c'est, je crois, l'idée c'est de pouvoir à un moment donné repartir. Ouais. Oui, je sais pas, tu as l'air d'être dans la tête de tous les Africains. Tu penses vraiment que ces millions d'Africains en France n'ont qu'un rêve, c'est revenir chez eux, tu crois vraiment? Ben, si avec Internet, avec je veux dire, tu leur proposes quoi en fait? Un climat plus important, mieux, du boulot, du travail. Ben, je pense qu'il n'y a pas de souci. S'ils sont là, c'est essentiellement pour des questions économiques. Leur famille de regroupement, ils sont pas là pour foutre la merde. Oui, mais ils sont pas là pour aimer la France non plus. Non, mais ils l'aiment pas peut-être certains. Oui, non, mais bon. Au départ, j'étais venu pour faire un débat avec Soral, et donc la question était en fait le concept de musulman patriote est-il possible, etc. Moi, je veux quand même qu'on soit très clair là-dessus. Lorsque quelqu'un s'appelle Abdelkader et qu'il a une tête d'arabe et des ascendants arabes, eh bien, il ne se sentira jamais français. Et je trouve qu'il y a un mensonge à faire croire le contraire, Diodo. Et c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment pour ça que je voulais parler avec Alain. Sur l'islam, bon, mais pareil, c'est pareil l'islam. Bon, moi, tu vois, je parle d'un pays que je connais bien, le Cameroun, où il y a deux communautés musulmanes, une communauté musulmane et chrétienne. Moi, ma famille est du côté chrétien, mais c'est un pays qui vit en parfait équilibre avec les deux. Parce que ce ne sont pas des Maghrébins. C'est pour ça. En fait, c'est le même problème. C'est possible. Le facteur racial est très important, Diodo. Les Noirs ne sont pas aussi agressifs que les Maghrébins. Que les Blancs aussi. Hein, oui, que les Blancs apparemment quoi. Non mais voilà. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que quand Soral parle de guerre civile, il se trompe, mais même dans la formulation. Ce n'est pas une guerre civile qui va arriver ou qui arrive peut-être déjà. Moi, je pense qu'elle a déjà commencé, parce que lorsqu'il y a 4 attentats où, je suis désolé, c'est la vérité, des Maghrébins avec des armes tuent des Blancs, et c'est une guerre civile à sens unique pour l'instant. Et Soral nous dit surtout ne parle pas. Alors comment faire? Peut-être que des identitaires vont jeter des lardons sur une mosquée et ce serait horrible. Non mais qu'est-ce que tu proposes? Mais qu'est-ce que propose Soral? Est-ce que c'est plus idiot que ce que propose Soral? Non mais t'es là, tu ne parles pas de Soral, parle de toi. Arriver au pouvoir avec une ligne droitarde, nationaliste, comme Trump l'a fait aux États-Unis, en expliquant aux gens, il va y avoir du changement, il faut arrêter complètement l'immigration.
d'où qu'elles viennent. Oui. Il y a assez d'immigrés. Oui. Et il faut remigrer dans un premier temps les éléments les plus dangereux. Ça, c'est le premier point. Le second point... Même les plus drôles, on est prêt à remigrer. Si on nous demande de faire, si on nous demande de remigrer en Italie, il n'y a pas de souci, j'irai. Ouais. Mais en tout cas, il ne faut... Moi, je parle presque en termes de stratégie. On ne passera pas au pouvoir avec la stratégie de la réconciliation qui est extrêmement une stratégie de gauche qui est de dire immigrés et blancs, même combat. Ce n'est pas vrai. Les intérêts sont divergents, quoi que vous en disiez. Chez les arabo-musulmans, là je ne cite pas les noirs, je parle des arabo-musulmans, il y a une volonté, c'est inscrit dans l'islam, Diodo, de rendre le monde entier musulman. Alors, quoique sociologiquement, les musulmans sont des gens de droite et d'extrême droite, c'est-à-dire la famille, les valeurs, etc., il se trouve qu'ils votent à gauche. Ils ne votent pas à gauche parce qu'ils sont maraboutés par les médias de gauche, etc., et par les sionistes. Ils votent à gauche parce que ça leur permet de continuer l'immigration et à travers des allocations familiales de faire énormément d'enfants. Donc c'est économique. Oui, non mais donc le but, parlons du but. L'économie, c'est un vecteur. Le but, c'est devenir majoritaire en France et faire de la France une terre d'islam. Et je trouve regrettable de ne pas pouvoir formuler ça. Il est normal. Moi, si j'étais musulman, c'est ce que je ferais. Je voterais socialiste. Je dirais, chérie, on fait 8 enfants, on les amène tous à la mosquée, on fait croire à ces cons français qu'on veut se réconcilier, et quand on est 70%, bim. Donc voilà, et tous les Français le sentent. Et c'est pour ça que le Front National est à 30%. Ce n'est pas parce que, c'est conjecturel. D'ailleurs, Marine Le Pen est nulle, mais elle a 30% parce que les Français, ils vite passent au pouvoir parce qu'on n'en peut plus, en fait. On veut plus vivre avec ces gens. Donc, là, mais moi, je pense que si tu veux, toi, tu t'inscris dans une forme de résistance, comme s'il y avait une résistance, le français, l'étranger musulman, africain d'ailleurs, c'est la communauté africaine, tout ça. Oui. Tu crois qu'il y a un projet de venir détruire la France. Bon, moi je pense qu'il y a un projet possible. Je pense que c'est essentiellement économique. C'est la plupart des gens sont là. Et je crois que il est possible avec la France, parce que la France et le Maghreb, la France et l'Afrique subsaharienne, il y a un lien politique, un lien qui existe, qui existe depuis un certain temps. Et je pense que c'est ensemble qu'on peut fabriquer ce projet de remigration, tu vois. Et ce projet de remigration va arranger tout le monde et va arranger. D'accord. Tu vois, il y a aucun problème en réalité. Et en plus avec Internet aujourd'hui, on peut communiquer librement. Si c'est juste l'histoire d'être au soleil, il y a pas de problème. Ce que je te demande, Dodo, c'est à l'avenir d'essayer d'intégrer un minimum le facteur ethnique dans tes analyses, parce que il n'y a pas qu'en France que les arabo-musulmans posent problème. Il y a également dans les pays scandinaves. Et les pays scandinaves n'ont jamais colonisé qui que ce soit. Mais parce qu'à un moment donné, ils ont eu cette bêtise d'ouvrir leurs portes à l'immigration, eh bien, ils ont affaire au même problème. Les Arabes viennent de débarquer, ils sont arrivés depuis un an ou deux, tout de suite ils revendiquent. Ah, on veut absolument porter le voile, ah, on veut absolument ci, ah, on veut absolument ça. Leur comportement ne change pas en fonction du pays où ils sont accueillis. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème avec l'islam, en ce sens que les Arabes soient musulmans chez eux, ils fassent ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'ils arrivent chez nous, ils ne pourront jamais s'adapter aussi bien à la République qu'à un régime, je sais pas, un peu autoritaire, blanc, etc. Parce que leur truc à eux, c'est l'islam. Donc, comme je disais tout à l'heure à Soral, soit tu es musulman et tu n'es pas nationaliste, soit tu es nationaliste et tu es musulman. Donc voilà, il y a un vrai problème. L'immigration est un problème en général, et en particulier, on a un problème conjecturel avec l'islam, parce qu'il se trouve que ce sont des immigrés musulmans, pour la plupart, qui viennent ici. Si c'était pas le cas, j'en parlerais même pas de l'islam. Parce que moi, ce qui me concerne, c'est la France et l'Europe. Je m'en fiche vraiment que l'Iran soit musulman, et je trouve ça très bien, tant mieux pour eux. Mais il y a comment ne pas se rendre compte. Moi, je vois soit un aveuglement, ce qui à la limite serait le mieux, je me pardonnerais, soit en fait un mensonge à faire croire que au fond les musulmans veulent la paix, et que c'est parce que en fait on fait grimper l'islamophobie que il y a des actes comme ça qui se produisent. Il y a une agressivité, il y a une volonté d'imposer cette religion, et ce n'est pas parce que Zemmour a raison là-dessus que Soral n'a pas raison sur le sionisme. Les deux choses se recoupent. Soral a raison sur le sionisme. Oui, il y a une élite juive qui impose l'immigration, qui a de l'argent, qui veut subvertir toutes les nations, et en particulier les blancs, parce que ce sont leurs seuls vrais adversaires authentiques. Et à côté de ça, l'immigration qui arrive, eh bien, ce sont des arabo-musulmans vénères et qui sont très revendicatifs, et on pourra jamais délier avec ça. Et ce que j'avais mis sur le mur de Soral, et il l'a enlevé, moi j'avais dit nous faire croire qu'il faut s'attaquer d'abord aux conséquences avant de s'attaquer aux causes. C'est comme de dire, si tu veux, mettons, il y a un psychopathe qui rentre ici avec une tronçonneuse, et c'est comme si je disais, hop, on arrête le temps, il faut d'abord aller à parler avec sa mère ou avec le psychiatre qui a pas réussi en fait à le driver pour qu'il soit fou, avant de s'occuper de lui. S'il y a un psychopathe qui rentre, bon bah tu te débrouilles, tu vois, ce que j'aurais dû faire avec Soral, j'aurais dû avoir une matraque, tu vois. Eh ben, c'est la même chose.
un certain nombre d'arabo-musulmans en France sont des chiens fous, et avant que de dire et de titiller Jacques Attali parce qu'il a fait venir, eh ben, il faut les matraquer, quoi. Et pour ça, bien sûr, c'est pas moi, Daniel Corso, qui va les matraquer, mais c'est un pouvoir droitard qui arrive et qui disent, voilà, t'as volé le sac d'une petite vieille, eh ben, voilà, 10 ans de prison. Là, Abdeslam, tu te rends compte, mais ça va être 25 ans de procès. Moi, je veux arriver au pouvoir et dire, Abdeslam, c'est bon, le pain par les couilles. Voilà, il avait qu'à se faire sauter. Comme ça, au moins, c'est fait. Mais est-ce que, pourquoi pas? Je t'écoute. Ouais. Si tu penses que c'est une solution. Moi, je dis, est-ce que tu penses? C'est une punition. Ouais. Mais une solution pour la société. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas que la meilleure des solutions, c'est que ces gens-là s'en aillent? Mais, bien sûr, je n'arrête que de je comprends pas ce que tu es en train de dire. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu me parles du dispositif répressif. Tu me parles des conséquences. Pas sans ça, Dieudo. Non, mais alors, si un programme se met en place pour les aider à partir. Oui, bah oui, je signe. Où est le papier? Je signe demain. Eh bien, écoute-moi, en tout cas, je pense que l'élection présidentielle qui arrive va être un espace pour permettre à tous ceux qui, au fond d'eux-mêmes, parce que t'as raison, au fond d'eux-mêmes, qui ont envie de repartir, ils n'arrivent pas à rester. Ils sont partagés, ils sont divisés. Ben, les aider à le faire, je pense que c'est possible. Je pense. Mais plutôt que de les menacer, où là, ils vont tu vois, c'est un petit peu ce qui s'est passé entre vous, les deux frères, là, le chamailleur. Mais non, mais blanc, chrétien, européen. Frère, parce que tu vois bien que Soral est beaucoup plus hostile à mon égard que le contraire. Je l'ai titillé, j'ai donné mon avis. Je pense qu'effectivement sur certains points il ment. Et ça ne lui a pas plu. Et il est oui, mais vous êtes tous les deux blancs. Vous avez un QI, vous êtes d'origine chrétienne. J'y peux rien. Ouais, moi, ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'on a un QI qu'on va pas se battre. Il y a eu des guerres en Europe pendant des années. C'est deux discours différents. Ça n'a rien à voir. Ah bon. Ah non, je sais pas. Je te dis Dodo. Mais ça c'est un argument. Mais non, le QI n'empêche pas de se battre. C'est évident. D'accord. Quand il y a eu des guerres en Europe, évidemment, mais plein. Et d'ailleurs, les sionistes ne sont pas inintelligents. Quand l'Europe se battait entre elles, c'est parce que l'Europe était le centre du monde. Si tu veux, quand t'as rien d'autre, aucune autre personne, aucun adversaire, bah tu te tapes avec tes frères. C'est comme ça. Mais tirer comme conclusion que ça ne suffit pas d'être blanc parce que les blancs se sont fait la guerre, c'est ridicule. Tout le monde se fait la guerre. Les Arabes se font guerre entre eux. Les sunnites, les chiites, ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais dit que s'il y avait une France blanche, il n'y aurait plus jamais aucune guerre. C'est ridicule. Mais il y aurait une paix sociale. C'est-à-dire qu'en fait, le prolo qui va aller à son boulot, il irait sans problème, il serait pas emmerdé, il serait pas cassé sa bagnole, et sa fille serait pas traitée de pute juste parce qu'elle a pas de voile. Donc voilà, donc c'est pour ça que on est d'accord sur la remigration. Après, on est toi et moi, on n'est pas politiciens. Je ne sais pas comment ça va se produire. J'ai une théorie. Si j'avais, je pourrais écrire une charte, mais je ne sais pas qui va le faire. Moi, je l'annonce depuis un certain temps. De toute façon, ma remigration, je pense simplement. En plus, à l'heure de l'internet, elle pose plus aucun souci en réalité. C'est-à-dire que on peut être partout, n'importe où, à n'importe quel moment. Donc la remigration, elle est juste physique. Moi, elle ne me pose pas de problème. En vieillissant, en plus, un peu de soleil, une mer bleue, c'est parfait. Donc je comprends ce que tu dis et je crois que ce débat, il va être au centre du débat politique là dans peu de temps. Que ça arrive par un artiste, un penseur, je sais pas comment tu te définis aujourd'hui. Artiste, c'est bien. Ouais. Artiste de droite. Ouais. Eh bien, au contraire, je pense que ça correspond à quelque chose. Mais tu sais, il faut juste, moi, j'espère que pouvoir entendre. Alors effectivement, Marine Le Pen a eu une réflexion sur le franc CFA qui était intéressante. Mais en fait, l'idée, c'est d'écouter celui qui sera le plus, par rapport à ce projet, ce programme de remigration, celui qui sera le plus avantageux. Et tout. Puis il peut s'appeler Mélenchon s'il prend conscience. Pas de bêtises. A priori non. Mais je veux dire, moi je veux pas, j'ai aucun intérêt à choisir un camp. Mon camp, ça va être celui le camp de l'émancipation africaine. Voilà, c'est tout. D'accord. Bah écoute, si on est d'accord au moins sur le fait que l'horizon c'est la remigration parce que les peuples peuvent vivre à côté mais pas ensemble. Alors oui. Et c'est-à-dire à côté. Le concept, oui. À côté pour se retrouver ensemble quand on en a envie. Exactement. Pour partager. Exactement. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Voilà. Moi, je crois qu'on a à peu près tout dit, hein. C'est parfait. Puis, je commence à avoir un peu mal. Ouais, faut y aller. Bon, bah, c'était très bien, en tout cas. Je pense que ça... Ça tourne. Voilà. Donc, niveau 0, le retour. Alain, cette fois-ci. Alors, Alain, évidemment, le décor a un peu évolué. Évidemment des événements qui se sont produits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Quel a été ton point de vue dans ce face-à-face avec Daniel Conversano? Alors déjà, pour comprendre la petite tension qu'il y avait a priori sur le plateau,
même si c'est pas mon but de lui faire de la pub, mais il était venu pour se faire de la pub. Allez sur sa page Facebook, la Conversano, regardez ses vidéos, regardez les commentaires. Ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, qu'en fait il se fait sa pub avec une méthode assez copiée sur les racailles, c'est-à-dire il cherche le clash pour faire du buzz. Et en fait il passe son temps à me diffamer, à m'insulter, en disant en gros que égalité et réconciliation, c'est la soumission aux racailles de banlieue, et qu'en fait, je suis une vieille chiotte bourgeoise de centre-ville qui n'a pas les couilles de mener la guerre des Européens blancs contre les barbus. Voilà. Alors je vais rappeler déjà une chose, c'est que égalité et réconciliation, c'est la réconciliation de la gauche du travail et de la droite des valeurs, donc c'est quand même un discours politique beaucoup plus structuré et beaucoup plus complexe que ça, que je n'ai jamais tendu la main aux racailles de banlieue, je me les suis plutôt pris sur la gueule assez régulièrement, mais que j'admets aussi bien évidemment qu'il y a en France des problèmes d'immigration, des problèmes d'islam radical, des problèmes de délinquance, que ça doit être insupportable effectivement pour un petit blanc lambda d'être confronté aux racailles ethniques effectivement, mais ma culture politique et mon parcours m'obligent à avoir un vrai discours politique sur la question, et notamment je fais remarquer, parce que ce petit gamin ne le sait pas, enfin le gamin il est pas si jeune que ça, il a au moins 30 ans, ne sait pas effectivement que je ne m'adresse pas aux racailles de banlieue qui ne m'aiment pas, ils sont tous dans la main du PS, et que en revanche je dialogue beaucoup avec des Français de souche et des Français d'origine immigrée qui, étant des travailleurs et souvent des travailleurs pauvres, c'est-à-dire OS1, OS2, sont contre, on va dire, les manipulations, parce qu'ils voient bien que, au-delà de la question de la religion, il y a aussi la question sociale, et qu'en fait l'immense majorité, on va dire, des musulmans de France sont souvent des adultes qui sont pas venus ici vraiment de leur propre vouloir, qui ont beaucoup travaillé dans des métiers difficiles, qui ont souvent élevé leurs enfants du mieux qu'ils pouvaient, que ces enfants souvent ont réussi à faire des études, à s'élever socialement, etc., que sont souvent des bons Français pacifiques. C'est ces gens-là d'ailleurs qui me rejoignent et qui me remercient. Et puis aussi tous les Français blancs qui ne veulent pas tomber dans les pièges de Zemmour ou de Manuel Valls. Voilà. Donc effectivement, je ne suis pas du tout, comment dirais-je, un sympathisant de la racaille daéchienne. Donc de ce point de vue-là, Conversano triche et ment. Et surtout, il m'insulte en permanence. Et la chose que je voulais, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que d'abord, c'est libre à lui que ça se passe comme ça. Je lui avais prévenu que je viendrais, mais qu'il fallait pas qu'il me manque de respect. Parce qu'en fait, il passe son temps à m'insulter, à m'insulter, à me provoquer sur Internet et notamment sur Facebook. Et ce que je voulais faire comprendre par cette petite échauffourée hautement pédagogique, ce petit début de pugilat, car il n'y a eu qu'un début de 1 contre 1 d'un vieil écrivain de 58 ans comme moi face à un jeune warrior blanc suprémaciste, en soi-disant en pleine forme. Voilà, vous avez vu le résultat. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le champion qu'il faut que vous choisissiez, ceux qui pensent que c'est ça la vraie voie. Voilà. Mais je voulais surtout faire remarquer que c'est toute la question d'Internet et de la dissidence 2.0, quelle qu'elle soit, c'est que le virtuel, Internet, Facebook, pousse à la provocation, à la violence, je dirais, verbale, et qu'en réalité, la violence, c'est très dangereux dans la vraie vie, parce que on sait pas quand ça va commencer, on sait pas comment ça finit, et ça peut faire mal, voilà. Et moi, je trouve dégueulasse qu'un type un peu malin, un peu intelligent, manipule, que ce soit d'ailleurs pour manipuler des crétins de banlieue d'origine ethnique, par exemple quand c'est Soros avec Live Back Matter ou l'affaire Traoré, ou un petit Conversano qui vient de la gauche culturelle, il était ton assistant à l'époque, manipule en fait des types fragiles, en colère, ce que je peux tout à fait comprendre, pour les pousser à commettre des actes délictueux et pousser à des attaques contre-attaques de bandes de jeunes ultra-violentes. Pour moi, c'est pas un discours politique, c'est un discours irresponsable et criminel, et je voulais que les gens se rendent compte ce que ça peut donner dans la réalité. Et encore, moi, je suis un papy gentil. Imaginez si réellement jusqu'où ça pourrait aller s'ils tombent sur soit des vrais identitaires qui n'aiment pas que cet usurpateur abuse de leurs paroles, parce que moi, je discute depuis des années avec les vrais identitaires comme Vardon ou Fabrice Robert, et puis aussi si un jour effectivement des jeunes finalement qui étaient relativement calmes se sentent humiliés, insultés et menacés par ce garçon et pensent à ce coup qu'ils doivent aussi s'armer et passer à la violence de groupe, voilà. Donc ceci avait une vertu pédagogique. Ne confondez pas le clash et le buzz internet virtuel avec la réalité. Pour moi, ce petit manipulateur, ce petit malin ne fait pas de la politique,
Hein. Il incite à la violence de la façon la plus brutale et la plus caricaturale qui soit. Hein. Et en plus, je fais remarquer que je ne suis pas sûr, en ayant vu comment il fonctionnait, parce que je voulais le tester, parce que je l'avais connu chez toi assistante. Je me suis dit bon, bah peut-être que ça faisait 2-3 ans que je l'avais pas vu, pour qu'il ose m'insulter comme une insulte, me traiter de fiotte, de soumis, de trouillard, etc. Je pensais qu'il s'était peut-être mis très très violemment au sport de combat et que j'allais effectivement assister à une démonstration. Ça n'a pas été le cas. Voilà, donc on est face à un petit mariole qui incite à la violence essentiellement sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis, il valait mieux que ce soit moi qui le remette à sa place et qui le corrige, plutôt que de le laisser aller plus loin et trop longtemps plus loin. Donc je dis bien que la vertu de ce petit pugilat, finalement qui n'était pas grand-chose par rapport à ce qui peut arriver dans la réalité, hein, pour que les internautes qui vont regarder ça comprennent bien que la réinformation par Internet c'est bien, mais ça a aussi des défauts, c'est les dangers du virtuel. Et dans le virtuel, tout le monde se prend pour un warrior, tout le monde se prend pour un suprématiste blanc ou noir d'ailleurs, tout le monde appelle au meurtre de tout le monde, et en réalité, c'est quand même moralement de la merde, c'est humainement malsain, et dans le réel, ça n'aura que des effets très négatifs. Hein. Et pour finir, je dis que de Conversano et moi, finalement, celui qui serait le plus légitime pour se plaindre, effectivement, du métissage et de ces choses-là, c'est plutôt moi. Hein, il suffit de me regarder. Effectivement, je suis un Européen du Nord, un Caucasien aux yeux bleus. Hein, je ne viens pas d'Italie du Sud. Donc, même sur le terrain de la légitimité, on va dire raciale, puisque c'est son créneau, il est beaucoup moins légitime que moi. Donc, moi qui ai cette légitimité-là, qui suis dans un combat politique radical depuis des années, avec, comment dirais-je, un système contre moi, autrement plus violent que ce qu'il subit lui, parce qu'il subit pas grand-chose. Ce qui est d'ailleurs étonnant. Je me demande comment il peut oser faire tout ça sans se retrouver en garde à vue au tribunal ou etc. Alors que moi, toi, je crois qu'on est à 100 procès et moi à plus de 40. Hein, voilà. Donc je suis en plus très étonné. Je me demande si quelque part, pour fanfaronner autant, il y aurait pas quelque part du soutien, hein. Parce que c'est finalement, il est sur la ligne Zemmour. Zemmour appelle aussi lui à la violence bien planquée à la télé et à la radio. Et puis derrière, il faut des relais, hein, des relais de terrain. Donc, je me pose aussi la question de savoir si son espèce d'étrange fanfaronnade et son espèce de courage lui vient du fait qu'il n'a jamais connu autre chose que la dissidence 2.0, le virtuel et Internet, ou si alors il se sent protégé, sécurisé sur le plan politique par des gens effectivement qui ont envie effectivement de cacher la question sociale par la question raciale, d'aggraver la violence en France. Hein. Et là, ça nous renvoie à qui est derrière Daesh. Et je le rappelle bien, moi, je ne confonds pas du tout Daesh et les musulmans du quotidien. Et je trouve que Conversano, par son discours et son attitude, est finalement un Daeshien inversé. Hein, voilà. Je pense que... Ok, bah, de toute façon, c'était intéressant. On n'a pas pu écouter le débat entre vous deux. Quand je lui ai parlé tout seul, il a expliqué qu'il y avait des points de convergence, il y avait des choses, mais là, je te coupe tout de suite. Ouais. Il n'était pas venu pour débattre en réalité. Il était venu pour me provoquer, parce que moi j'ai regardé sur son Facebook la manière dont il a fait la promotion d'ici. Il avait dit en gros, je vais mettre ce Soral à l'amende, dans l'air de dire Soral c'est une fiotte, c'est un vieux bourgeois, il tient plus debout. Donc j'ai vu dans son regard et la manière dont il me parlait, sachant qu'il sait qui je suis, on se connaît, j'ai joué dans un de ses courts-métrages, on a travaillé ensemble sur le film Antisémite où il était ton assistant. Il sait très bien qui je suis, donc il voulait que ça aille au baston. Et d'ailleurs, il était venu avec plusieurs personnes, là je le dis, et des personnes armées. C'est moi qui t'ai demandé de vérifier les gens avec qui voulaient rentrer et de vérifier, ils étaient armés. Hein. Donc il est venu avec plusieurs personnes armées, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi j'ai fait en sorte qu'on soit vraiment que tous les deux. Je fais remarquer d'un point de vue puisqu'on va parler un peu de baston, que j'étais tout seul à main nue, que je suis plus jeune, plus vieux que lui, moins grand que lui et plus léger que lui. Donc de toute façon, hein, on est bien deux adultes et il est plutôt dans la tranche d'âge de l'efficacité par rapport à moi qui est 58 ans passé. J'ai marché vers lui, il a eu largement le temps de voir comment ça allait se passer et évidemment ça vous pouvez pas le comprendre, dans son regard je voyais qu'il ne cherchait que ça. Et ce qu'il voulait dire c'est en gros, parce que tu m'avais demandé d'être calme, je vais provoquer Soral et vous verrez qu'il osera pas bouger, c'est une merde, etc. Donc en réalité c'est lui qui a voulu ça. Et moi, ce que je voulais vérifier, c'est simplement comment il allait se comporter dans le baston. Et je vais vous le dire honnêtement, je suis instructeur de boxe, j'ai 30 ans de pratique.
il vaut pas un caillou, il vaut pas un caramel, hein. Il vaut rien, quoi. C'est question Warrior, c'est 0. Voilà. Et alors sur le fond de son discours, en fait, il y a eu un moment donné quand je lui ai parlé à Daniel, l'idée de alors effectivement il y a eu un passage sur le QI qui m'a un peu dépassé, mais j'ai essayé de lui expliquer que bon, il pensait il avait le droit de penser ce qu'il voulait. J'ai pas assisté du coup ouais, c'est ça, t'as pas pu, ouais. Mais je connais son argumentaire parce que contrairement à toi, avant de venir, j'ai regardé son Facebook, ses vidéos, etc. depuis quelques temps. Et pour les gens qui comprennent pas ma tension nerveuse et ma colère, c'est que il va très très loin dans l'injure envers moi et dans l'appel au meurtre. Hein. Et je te dis, moi, je pense à des gens que je côtoie, des pères de famille qui ont travaillé toute leur vie chez Bouygues, qui sont effectivement musulmans culturels, originaires du Maroc par exemple, qui ont été ouvriers au S2 toute leur vie, alors que lui est un petit parasite qui vit du RSA, plus un petit complément parce qu'il appelle au don, hein. Il pique du pognon, hein, en fait. Et je vois ces vieux Français, effectivement, de culture musulmane et d'origine marocaine ou algérienne, qui ont travaillé toute leur vie pour que leurs gosses, leurs filles et leurs fils puissent s'élever socialement, faire des études, et qui travaillent, voilà, apportent quelque chose à la société française, travaillent souvent dans des métiers plus ou moins difficiles, se comportent de façon exemplaire. C'est ceux-là avec qui je dialogue moi, dont il a jamais entendu parler, parce que lui, en fait, il a une vision d'ado et de type qui s'est fait humilier à la récré dans une cité de chaude, hein. Voilà, c'est pas une vision politique. Et moi, quand il m'a dit en hurlant, il y en a marre des Arabes, d'un air de dire on va ratonner, parce que c'est ça que ça veut dire, j'ai pensé aux centaines et centaines de gens qui m'envoient des messages, aux centaines de gens qui me font confiance, qui me disent merci, grâce à vous, mon fils a repris ses études, je lis vos livres, vous m'avez fait échapper à la délinquance, merci de ne pas nous amalgamer à Daesh, etc. Et à un moment donné, il y a une question de morale pour moi. Il n'était pas question que je laisse, malgré la difficulté de mon combat, effectivement, que je laisse insulter des Français d'origine africaine qui ne demandent qu'à être des bons Français et même à faire des parcours sportifs, comme je l'ai fait remarquer souvent, pour la plus grande gloire de la France. Et je ne veux pas qu'on appelle à la ratonnade contre des travailleurs qu'on a fait venir, souvent, pour faire les boulots, effectivement, un peu durs qu'on ne voulait plus faire, et qu'on les amalgame abusivement à Daesh pour, effectivement, les faire agresser par, je le dis, des petits blancs en colère de QI de 80, qui, comme les trois de la semaine dernière, là, je vais rappeler ça, mon avocat la semaine dernière a réussi à empêcher la prison ferme à 3 jeunes qui regardent les vidéos de Conversano et qui, bourrés un vendredi soir, sont allés foutre le feu à la porte d'une mosquée. C'est mon avocat qui leur a empêché la prison ferme et parce qu'il a dit effectivement que ces jeunes étaient poussés par nos politiques, par Valls, par Hollande, par Bernard-Henri Lévy, par Zemmour, par Elisabeth Badinter, et un des 3 avait 30 ans et 5 enfants à charge. Mon avocat leur a évité la prison aussi parce que sur mon message et sur ma ligne, puisque c'était Maître Viguier, l'imam de la mosquée a dit qu'il pardonnait puisqu'effectivement il avait compris que c'était des jeunes en désespérance manipulés par le discours ambiant. Voilà. Donc moi, je fais de la réconciliation nationale, je dirais, je pense honorable. Ce n'est pas de la soumission aux racailles de banlieue ni à Daesh. Je rappelle que je suis sur la liste des menacés de mort par Daesh officiellement, listé par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que moi, je suis menacé de mort par les racailles islamiques d'ici et de là-bas, pas Conversano. Donc ce petit merdeux n'a aucune légitimité à aucun moment, ni comme warrior, ni comme européen blanc. Ni comme ni comme défenseur effectivement de la cause nationale. C'est vraiment un type qui a essayé, il a échoué, je crois, dans l'art. Il faisait des courts-métrages, des trucs comme ça, et qui s'est engagé dans ce combat comme si c'était de l'art contemporain ou un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est très dangereux tout ça, et j'espère que je lui ai aidé un peu à comprendre que tout ça pouvait être dangereux et que la violence en vrai ça pouvait faire mal, et surtout qu'il n'avait pas forcément les moyens de gagner cette espèce de combat ultra brutal qu'il voulait engager, alors que il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Moi, j'ai toujours constaté que les gens qui incitaient le plus à la violence étaient souvent les gens les plus lâches et ceux qui avaient le moins pratiqué. Voilà. Donc moi, je rappelle effectivement que malgré mon âge, mon parcours d'intellectuel, j'ai 30 ans de salle de boxe et j'ai un parcours qui m'a obligé souvent dans ma vie à faire face à la violence réelle. C'est pour ça que je l'évite au maximum. Mais là, il le voulait. Et je pense qu'il était de mon devoir de l'accompagner pour ces raisons pédagogiques. Alors il y a
il y a un thème qu'on a un petit peu développé, c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps avec Daniel à un moment donné, sur la remigration. Alors lui, il m'explique l'islam, le danger de l'islam, et je lui ai dit qu'il y avait effectivement peut-être des gens qui avaient envie de repartir, des Français d'origine africaine qui avaient un sentiment d'appartenance aussi, un lien très fort avec l'Afrique, et qui n'attendaient qu'une chose, c'est de pouvoir aussi repartir. Et est-ce qu'il n'y a pas, selon toi, à travailler aussi pour ceux qui sont dans une dynamique de remigration, mais naturelle, parce que c'est vrai que je peux comprendre, moi, qu'un blanc de temps en temps se dise, attends, qu'il ait cette notion d'appartenance, cette fierté blanche, ça ne me dérange pas du tout, et j'arrive à la comprendre. Excuse-moi, pour ceux qui s'intéressent à mon travail, je parle de ça régulièrement dans mes vidéos. Je suis pour la remigration, je suis pour la double peine, mais je suis pour la remigration positive. Oui. On ne chassera pas par la violence des Français d'origine immigrée. Mais par contre, qu'on redéploie la francophonie, c'est-à-dire que des gens qui sont chômeurs en France, qui se sentent mal en France, mais qui ont une double culture, puisqu'ils parlent français, oui. Ils parlent aussi souvent arabe, ils viennent du Maghreb, on pourrait s'en servir intelligemment, effectivement, les aider à rentrer dans leur pays d'origine et même à monter ce qu'on appelle des joint ventures, des business, etc. Je suis tout à fait pour la remigration, ce que j'appelle la remigration positive. Je pense qu'il y a trop d'immigrés en France, je pense que la France a un problème d'identité sérieux, effectivement, on nie l'identité traditionnelle de la France. J'admets parfaitement en tant que Français blanc catholique, effectivement, que la France, comme le disait De Gaulle, est un pays européen blanc et ce que j'appelle helléno-chrétien, et d'ailleurs pas du tout judéo-chrétien. Conversano sait très bien que je pense tout ça bien avant lui et que je le dis bien avant lui. Je rappelle quand même que je suis assez proche du Front National, j'ai été à l'aile gauche du Front National, donc je ne pense pas être à aucun moment un type qui sympathise avec les racailles de banlieue ou un baboucholâtre. Donc ce que je fais remarquer aussi, c'est qu'il est totalement malhonnête en usurpant, comment dirais-je, cet espace politique qui s'appelle la discussion intelligente et réellement politique sur la remigration. Mais la remigration, ce n'est pas la guerre civile. C'est justement réfléchir effectivement au fait qu'on a fait venir des migrants à une époque où il y avait des emplois pour eux, que ça fait depuis en plus j'ai écrit tout ça dans mes livres. Le problème du regroupement familial, le problème du dumping social en se servant des immigrés pour faire baisser les salaires. Ce n'est pas Conversano qui va m'expliquer tout ça. J'ai écrit et publié 13 livres dans ma vie, j'ai fait des centaines d'heures de vidéos, de conférences pédagogiques où je dis tout ça bien mieux que lui et bien plus sérieusement que lui. Donc ce qui m'insupporte, c'est que ce petit escroc essaye de me faire passer pour un immigrationniste. C'est-à-dire, en gros, je serais parti socialiste, je serais au Parti socialiste et à SOS Racisme. Alors que je me prends dans tous mes procès en partie civile, SOS Racisme, la LICRA, le MRAP, etc. Donc c'est pour ça, il y avait pour moi un côté insupportable, parce que ce type-là n'amène pas du tout sur le terrain cette discussion politique sur la nécessité de la remigration, sur la réaffirmation de la France comme pays chrétien. Tous les musulmans que je fréquente sont d'accord pour dire que la France est un pays chrétien et catholique, et qu'il n'est pas question de le contester. Voilà, ceux qui prétendent ça, effectivement, sont Daesh et les sponsors de Daesh. On sait que les sponsors de Daesh, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ils travaillent main dans la main avec le pouvoir français. Donc tout ça, ces analyses, on les fait. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas vraiment de débat avec lui. En fait, il fallait simplement, je dirais, que je le corrige. Vous voyez, parce que comme un gamin. Donc je lui avais bien dit, je peux te corriger de plusieurs façons. Je peux te corriger de manière politique, comme je le fais maintenant, si tu arrêtes de tricher et de mentir. Ou alors je vais te corriger complètement, puisque par ailleurs tu as aussi l'option warrior blanc européen. Donc je ne l'ai pas amené sur un terrain qui n'est pas le sien. Il était venu, je vous dis, avec des guerriers armés là. Voilà. Mais les guerriers armés, quand ça chauffe, souvent j'ai une vraie culture de tout ça. On croit qu'on est 5 ou 6, puis finalement on est tout seul. Voilà. Donc ça aussi c'est de la pédagogie pour les warriors virtuels qui sont pas encore passés au réel. Voilà. Alors j'ai eu quelques réponses intéressantes sur, par exemple, j'ai voulu savoir quelle était la position d'un nationaliste ethnico, je sais pas comment on peut l'appeler. Bon bref, en tout cas, il s'est présenté comme racialiste sur la Nouvelle-Calédonie, par exemple, les Kanaks, la Guadeloupe, la Martinique, là où des gens sont ethniquement supérieurs en nombre et ils sont encore dans le... Alors là, il était lui favorable à ce que ces gens aient accès à la souveraineté. C'était d'ailleurs le projet Rocard, c'était d'amener progressivement et lentement à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça.
Oui, mais d'abord ça c'est un problème des Calédoniens. Il y a des Calédoniens de souche, on va dire, des Calédoniens d'origine européenne. Les Blancs qui sont là-bas sont là aussi depuis plusieurs générations. Ils viennent pas d'arriver hier. Même si ça a été une colonisation au départ, souvent au bout de 4 et 5 générations, c'est des gens qui se rencontrent quotidiennement dans la rue et à la boulangerie. Donc à un moment donné, c'est est-ce que la vision raciale est une vision réellement politique si on la pousse jusqu'au bout de la vision réelle? Voilà. C'est là où on se dit effectivement que le pouvoir politique revienne aux gens qui sont les natifs, c'est normal, mais est-ce que ça doit passer par une purification ethnique intégrale et violente? Personne ne le veut en réalité. Parce que d'abord, il y a des périodes de transition, il y a des périodes d'économie. On voit très bien que quand l'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid, par la volonté d'ailleurs des Blancs qui se sentaient de plus en plus isolés, ils ont mis Mandela comme symbole au pouvoir, qu'ils ont sorti de prison, mais ils savaient bien qu'il fallait une transition pour que l'économie, qui était entièrement aux mains des Blancs, puisse à un moment donné, qu'il n'y ait pas un effondrement économique si du jour au lendemain, on confiait de la technogestion de haut niveau à des gens qui n'y avaient pas été préparés. Donc ce que je fais remarquer encore, c'est que c'est très facile au bistrot, quand on a 20 ans, quand on est un peu bourré ou un peu en colère, et qu'on voit la vie du haut de son RSA, ou du haut de ses petites magouilles, de ses petits buzz sur Internet, de prétendre faire de la politique. Mais la politique, c'est réel. Regardez, vous prenez Trump récemment, il a fait une campagne très radicale et il a gagné. Et maintenant qu'il a gagné, il est obligé de doser avec la réalité politique. Alors il prend un gars à lui, mais il compense en prenant un autre qui n'est pas tout à fait à lui, parce que d'abord il faut que les grands électeurs valident son élection, et après il est face à une Amérique réelle, avec des corps constitués qui ne lui sont pas forcément favorables ou qui peuvent l'être, etc. Donc moi ce que je fais remarquer, c'est que en fait Conversano est un artiste raté qui croit faire encore de l'art dans de la politique, mais malheureusement dans de la politique fondée sur l'ultra-violence. Et je pense qu'il faut qu'il comprenne que il se fourvoie. Il n'était pas sans talent, il est pas bête, il est pas sans talent. Malheureusement, il manipule des gens qui sont moins intelligents que lui, et c'est plutôt ça mon message. Donc je l'inciterai à retourner à quelque chose de plus culturel, ou même à écrire des livres, parce que j'ai discuté avec ses anciens amis qui sont toujours potes avec moi. Son problème, c'est qu'il a essayé de faire un film, il n'y est pas arrivé. Il a essayé d'écrire un livre, il n'y est pas arrivé. C'est un type qui finalement fait de l'agite-propre, parce qu'il n'arrive pas à aller au bout d'un projet artistique, parce qu'il lui manque peut-être un peu, comment dirais-je, de courage, mais le vrai courage, le courage qui fait que vous pouvez annoncer que vous allez écrire un livre et l'écrire, ce qui est pas beaucoup plus difficile que de faire la provocation. Toi, tu sais ce que c'est que de produire des œuvres, c'est-à-dire des spectacles. C'est des mois et des mois de travail. Moi, j'ai écrit avec mes petites mains 12 ou 13 bouquins. Ça demande de se retirer du monde, de travailler. C'est un travail d'humilité. Je pense que ce jeune fanfaron, qui n'est pas sans talent, puisque on se connaît en réalité, lui et moi, avant qu'il se mette à me dégueuler dessus et à faire sa pub essentiellement sur ma gueule. Là, il vient de rembourser un peu ce qu'il me devait. C'est un type qui est pas bête et qui n'est pas sans talent. Mais là, il s'est engagé dans quelque chose qui est très dangereux, et qui est très dangereux pour lui, parce que moi, je suis gentil, je l'ai juste mis une petite fessée, mais il peut tomber quand il dit il y en a marre des Arabes et les nègres, qu'est-ce qu'il dit sur les nègres? Il parlait d'un QI de 70. Voilà, il peut tomber à un moment donné sur des Noirs, qui peuvent avoir un QI d'ailleurs qu'il faudrait mesurer, mais qui peuvent très mal prendre ses propos et se comporter de façon beaucoup plus violente que lui. Et je sais, je l'ai vérifié, ce n'est pas un guerrier. Voilà, donc pourquoi en fait, par manque de courage, je dirais artistique, pourquoi va-t-il se lancer sur ce terrain qui est un terrain très glissant, je dirais en dernière instance pour lui? Parce que moi, en tant qu'adulte un peu plus vieux que lui, qui a fait un long parcours d'agite-propre, de politique engagée, et qui était souvent dans des situations chaudes, c'est un peu comme un papa. Je me disais, c'est à moi de lui mettre la fessée avant que d'autres lui mettent de façon beaucoup plus brutale. Voilà. En tout cas, il y a eu de la provocation, il y a eu beaucoup d'agitation, mais ça nous a permis d'aborder des questions, et là c'est intéressant ce qui se dit là. On se l'était pas dit, on s'était pas retrouvés nous depuis un petit bout de temps pour parler justement de ce projet de réconciliation, comment faire pour réconcilier la France aujourd'hui. C'est pas réconcilier tout le monde avec tout le monde à n'importe quel prix. Oui. Déjà, j'ai jamais dit ça. Et d'ailleurs, non, mais bien sûr. Mais bon, là, à la limite, même si je suis sûr que t'es pas opposé à un match retour, au cas où, si jamais franchement, il est pas au niveau, ni au niveau pugilistique, ni au niveau intellectuel, et ni au niveau moral. Je ne le pense pas honnête. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, je sens qu'il est au début de son aventure, et que elle peut finir vite et tragiquement pour lui, parce qu'il joue avec des forces où il y a du politique, où il y a de la police, de la police profonde. Il se rend pas compte que c'est très dangereux. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé, c'est qu'on est au cœur du débat politique qui va animer, à mon avis, les élections présidentielles de 2017. Oui, parce que même, soi-disant, Valls, à sa primaire, dit qu'il est pour la réconciliation. Mais il est pour la réconciliation sans la Russie, sans la Turquie. Il a exclu, et sans Trump. En fait, il est juste pour la réconciliation avec Israël. C'est normal, ce sont ses sponsors. Je vais te faire aussi une petite remarque du début en forme de critique. Ouais. Ça fait un jour, tu as voulu organiser une rencontre de la même manière, mais sans caméra, entre moi et Moukouna. Oui.
on s'était réconcilié dans l'honneur et on s'était serré la main. C'est vrai. Dès qu'il est sorti de ton plateau, non, du théâtre, parce qu'on était au théâtre, il est allé raconter qu'il m'avait mis à l'amende physiquement. Non, ça c'est malhonnête. Bah, non, mais ça fait des années qu'il fanfaronne là-dessus. Non, c'est... Et moi, je suis désolé, je ne supporte pas qu'un type à qui j'ai serré la main dans une rencontre que tu arbitrais pour se réconcilier, immédiatement en sortant, à dire j'ai mis Soral à l'amende, il a chialé, etc. Non. Donc je voudrais que tu rappelles que ça ne s'est pas passé comme ça. Bah, évidemment. Et puis je suis très étonné d'ailleurs. J'ai été même, quand on m'a dit qu'il prétendait cela, j'ai été étonné parce que justement, on peut te reprocher tout un tas de choses, mais pas la loyauté et pas je ne trahis jamais ma parole. En tout cas, pas ce type de comportement. Et je crois que j'ai été étonné de voir qu'effectivement, suite à cette rencontre, qui était une rencontre encore une fois pour essayer de rassembler, mais qui malheureusement était sans témoin et sans caméra. Ouais. Et bien, ça fait des années que sur Facebook, non, c'est à aucun moment. Moukouna prétend qu'il m'a mis à l'amende et il m'a fait chialer et que je me suis soumis comme une petite femme. Alors je rappelle bien à Moukouna que ce que j'ai fait avec Conversano, je peux le faire avec lui sans aucun problème. Parce que quand je me bats, je ne pense pas au coup que je vais prendre, je pense au coup que je vais donner. Et j'ai une formation pour ça. Et j'ai été presque un peu obligé de faire ça aussi parce que on m'a construit une réputation aussi à cause de cet épisode Moukouna, et peut-être que le petit Conversano pensait effectivement, a peut-être cru au mensonge de Moukouna et s'est peut-être dit qu'on pouvait se payer Soral pour pas cher. Voilà. Donc je le rappelle, j'ai 58 ans, je vieillis, mais je me laisse jamais humilier physiquement, jamais. Parce que tout simplement parce que je suis un peu dingue. Voilà. Vous avez pu le vérifier tout à l'heure. Et donc alors on a balayé, mais tu parlais effectivement du mot réconciliation qui a été réemployé par Valls. Parce que c'est notre espoir à nous deux depuis toujours, malgré toutes les embûches. Parce qu'effectivement, pareil, on me parle régulièrement des quatre personnes d'origine immigrée qui m'auraient trahi dans mon combat. Alors on dit à chaque fois Salim Laïbi, Farid Abelgoul, Mathias Cardet, dont les gens viennent de comprendre effectivement que c'était un traître. Alors évidemment, ces quatre personnes-là cachent les milliers et les milliers de gens avec qui ça se passe bien. Quand vous organisez une réunion publique avec 150 personnes, s'il y en a un qui se met debout et qui fait caca sur la table, il y a que celui-là dont on parlera. Donc je rappelle simplement que je me suis fâché dans mon combat de réconciliation nationale. Je me suis fâché sur ça fait depuis 2004 qu'on se fréquente, ça fait 12 ans. Je me suis fâché avec 4 ou 5 personnes. Voilà. Mais ces 4 ou 5 personnes masquent effectivement des centaines et des centaines, voire des milliers de gens avec qui ça se passe très bien. J'ai fait mon assemblée générale à ton théâtre ce week-end. Je crois que Sidati était là. Il pourra témoigner qu'il y a vraiment de la réconciliation nationale intelligente, et comment dirais-je, selon nos valeurs. Voilà, en tant que Français, patriotes, etc. En réalité, ça se passe sur le terrain très bien. C'est d'ailleurs c'est parce que ça se passe très bien que je subis autant d'attaques du système, de diffamation, de manipulation dans les médias et de procès. Si ça se passait mal et si j'étais inexistant comme Conversano pour l'instant, je n'aurais pas tous ces procès, toutes ces campagnes de diffamation, car je rappelle que ce soit toi ou moi, on ne mène pas des combats seulement sur Internet et sur Facebook. On se fait attaquer par le Premier ministre en exercice qui était Valls, on se fait attaquer par des gens qui parlent directement au président de la République comme Aziza, on est cité de façon hostile par le président du CRIF, qui est le président des présidents. Moi aussi, pourquoi je ne supporte pas de me faire mordiller des chevilles par des bassets? Parce que je me fais attaquer par des hordes de Doberman. J'ai la puissance de l'État contre moi. C'est pour ça que ça m'est insupportable quand je mène un combat très disproportionné contre ce combat que tu mènes aussi contre la puissance étatique sous domination qu'on sait, de voir des petits merdeux qui en profitent effectivement, alors que je suis de face en train de maintenir une lutte très difficile, qui viennent me titiller par derrière. Vous voyez, je trouve ça très immoral et très dégueulasse. Donc là, pour une fois, ça n'a pas été par derrière, ça a été de face. Il y a aussi un thème qu'on a abordé qui me paraît intéressant. On n'en a jamais parlé, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. C'est un débat qui commence à naître en Afrique là en ce moment avec le président du Tchad, Idriss Déby là. C'est la sortie du franc CFA. Toi, comment tu vois le truc? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français d'origine africaine qui sont dans une logique de remigration et qui s'interrogent là-dessus. C'est-à-dire, on veut bien revenir, mais... On n'en parle jamais d'ailleurs du franc CFA. Il n'y a plus de francs. On est à l'euro chez nous, mais là-bas, il y a le franc CFA. Ouais. Le franc CFA est la preuve encore d'une domination financière et bancaire sur l'ex-Afrique francophone, dans nos ex-colonies. La décolonisation intégrale, je sais pas si elle sera intégrale, mais serait à peu près crédible le jour effectivement où chacun de ces pays aurait sa monnaie nationale. Et je crois d'ailleurs que même Marine Le Pen est d'accord là-dessus. Écoute, c'est apparemment la seule qui en a parlé là. Je sais que, alors
j'ai vu l'interview, effectivement, elle en a parlé, elle se positionne apparemment, et je pense que c'est un positionnement important parce que il y a beaucoup de Français qui vont voter à ces élections et qui sont comme moi d'ailleurs dans une logique de remigration aussi. Moi, j'irai, je viens, je vais et viens, mais l'idée avec Internet de m'installer au Cameroun ne me dérange pas du tout, et peut-être même d'y faire des choses là-bas. Donc c'est intéressant l'idée de respect mutuel, de réconciliation aussi dans la séparation. À un moment donné, que les gens réussissent à se respecter, et on est dans une société qui ne se respecte plus, quoi. Et parce que aussi il y a un effondrement de la morale qui donne des choses comme on a vu tout à l'heure, où les gens finalement ont pris des très mauvais exemples sur des élites à nous qui sont totalement corrompues et qui n'ont plus aucun sens de la parole donnée, etc. Mais effectivement, quand on parle de réconciliation nationale, ça peut être réconciliationnel avant la remigration. Oui. C'est-à-dire on se sépare dans la dignité et dans l'honneur. C'est le contraire de la guerre civile, qui est en fait pas une guerre civile. En fait, c'est de l'effondrement d'un pays dans la violence incontrôlée. Parce que la guerre civile, ça veut dire c'est la guerre d'Espagne. Il y a réellement 2 armées, 2 camps, et vous pouvez prendre les armes. Mais si aujourd'hui quelqu'un prend les armes pour mener sa guerre civile contre, par exemple, les migrants, quand il se retrouve au tribunal, il y a personne pour lui. Zemmour ne viendra pas témoigner pour lui. Peut-être Conversano qui a besoin de faire du buzz, mais ça servira à rien. Il partira en prison. Et pour ceux les gamins de 20 ans manipulés, qui tapent sur Internet Michel Lajoie, dont moi j'ai signé la pétition pour sa libération. C'est un jeune patriote français nationaliste des années fin 70, début 80, qui un jour, en colère contre effectivement des migrants qui devaient l'insupporter là où il vivait, peut-être des délinquants, des voyous, comme j'en ai connu moi aussi quand j'étais plus jeune. Et sans doute quand j'étais plus jeune, c'était moins grave qu'aujourd'hui. Je veux bien admettre cet argument de Conversano. C'est plus grave aujourd'hui qu'hier sans doute, mais ça doit être traité politiquement quand même. Ce Michel Lajoie a un jour déposé une bombe qui n'a pas explosé dans un café qui jouxtait un Sonacotra. Sonacotra, c'était les foyers de travailleurs avant le regroupement familial. Voilà. Et la bombe a fait fuite, il a tué personne, mais il a été condamné pour avoir posé une bombe pour des raisons raciales. Il a fait 23 ans de prison ferme. Ça a été la plus longue peine politique en France. Voilà. Et on lui a refusé systématiquement sa mise en condition. Alors peut-être qu'il a peut-être une page Internet. Alors pour les jeunes warriors blancs européens excités qui ont envie d'aller ratonner, etc., qui discute avec Michel Lajoie. Il est rentré en prison à 20 ans, il en est sorti à 43. Voilà. Et il vous dira quelque chose qui est aujourd'hui attesté, vérifié avec le recul du temps. La bombe, en plus, lui a été donnée par des policiers. Et c'était une bombe qui n'a pas explosé parce qu'elle n'est pas faite pour exploser. Elle était juste uniquement faite pour envoyer, pour faire du tort au Front National et montrer effectivement qu'il y avait des méchants blancs qui voulaient tuer des immigrés. Et puis simplement, il a payé l'addition très très lourdement. Je parlerai pas de ceux qui ont été payés à l'époque par la police, à mon avis, de l'intérieur, dont on cite Pierre Jox, qui sont allés déterrer un cadavre de Monsieur Germont. Là, c'était un juif dans un cimetière juif à Carpentras, qui est tout aussi dégueulasse. Et pareil, regardez ce qui s'est passé pour ces 3 gars. Ça s'est très très mal fini pour eux, et surtout ça fait un tort énorme au Front National, parce que moi ce que je vois, si on veut reparler de l'efficacité politique de Conversano, il ne fait jamais que pousser notamment les Français d'origine immigrée à la colère, à la violence contre les Français, parce qu'ils vont assimiler tous les Français blancs de souche à Conversano. Ça va les pousser peut-être aussi à nouveau dans les bras des SOS Racisme et du Parti Socialiste, en pensant qu'ils ont besoin de ces protecteurs. Donc ça va casser aussi toute la dynamique pour essayer effectivement de faire une réconciliation nationale avec ceux qui veulent bien respecter la nation, dans le but que les partis nationalistes ou le Parti nationaliste français reprennent le pouvoir sur la France, pour que la France cesse d'être la putain d'Israël. Donc d'un point de vue de l'efficacité du combat de Conversano, je pense que c'est totalement l'inverse de ce qu'il prétend faire, et c'est pour ça que je ne m'étonne pas, car j'ai une longue pratique politique, qu'il n'ait pas plus d'ennui et qu'il ne se sente pas plus inquiet. Ça me rappelle, quand j'ai réfléchi vraiment sérieusement à la politique, j'étais étonné de voir à l'époque de mai 68 comme Bendit, aussi goguenard face au CRS, sachant que quand vous déstabilisez un pays, comme il l'a fait à l'époque, si vous n'êtes pas couvert, vous finissez dans un coffre de bagnole, vous finissez assassiné. Et depuis, on sait effectivement qu'il avait des soutiens très très puissants, et qu'en fait il pouvait se permettre d'être à l'aise et de sourire, car tout était bordé de A à Z pour essayer à l'époque de putcher De Gaulle, parce que De Gaulle en fait résistait réellement à l'impérialisme américain, alors que Cohn-Bendit prétendait faire tout ça au nom de la lutte contre l'impérialisme américain. Donc moi, je dis, réfléchissez à comment dirais-je, aux conséquences et non pas à la musique d'un discours politique. Qu'est-ce que ça fait en dernier lieu? Et posez-vous la question, parce que c'est une question qu'on connaît bien, comment des gens
peuvent prétendre s'engager dans des combats éminemment dangereux alors qu'ils n'ont pas le profil pour les assumer. On l'a vérifié d'ailleurs tout à l'heure. La réponse est souvent qu'en fait ils sont couverts. On a eu beaucoup chez nous, tu le sais aussi toi et moi, même si on garde ça un peu entre nous, d'infiltration de types qui nous ont rejoints, envoyés par les renseignements généraux. Depuis que Valls nous a déclaré la guerre sur l'ordre du CRIF et qu'ils ont monté la DILCRA, etc. Il y a une officine qui travaille en permanence sur nous. Il y a des manipulateurs, des infiltrés, etc. pour casser le travail qu'on fait. Voilà. Et donc réfléchissez aussi à tout ça. La politique, c'est sale, c'est compliqué, c'est dangereux et c'est un travail sérieux et de longue haleine qui demande parfois d'en rabattre un peu. Même moi, parfois, je me dis que j'aurais dû y aller plus doucement. Mais là, bon, comme je l'ai dit, on était dans la pédagogie. Hein. Voilà.